suis très contente de vous servir en ce mercredi 19 novembre. Eh bien, on aura des plateaux pour 90 minutes. J'espère que notre feuille de route en cette matinée du Bonjour d'Algérie d'Oran, eh bien, répondra à vos attentes. Eh bien, on commencera avec la santé, comme d'habitude, et c'est toujours d'actualité, le novembre bleu. Et le professeur Mohamed Boubker sera présent avec nous, comme d'habitude, parce que lui, il nous ramène plein d'informations très nouvelles. Et bien sûr, on parlera de nutrition avec notre nutritionniste Bouchra Belaïfa. Elle sera là pour nous parler de nutrition. Et bien sûr, on reviendra sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec deux invités et pas des moindres des invités. Vous les découvrirez avec nous tout à l'heure. Bien sûr, les scouts seront là. Et on va voir avec eux beaucoup de choses. Dernière ligne droite, l'événement de la semaine. Eh bien, c'est Wahran My Love. On le verra avec l'organisateur de l'événement. Et bien sûr, on commence avec une balade à travers Wahran. Alors, quand on dit Wahran My Love, eh bien, c'est Wahran qui est à l'honneur en cette matinée. Je vous propose cette balade. On se retrouve juste après. Moi, je commence toujours à parler avec notre invité Mohamed Boubker, professeur en chirurgie et représentant de la DSP. Alors lui, il est là pour nous parler du plan cancer, du novembre bleu. Eh bien, bonjour et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. De toute façon, vous êtes un ami de l'émission, vous êtes un ami de la télévision algérienne. Absolument. Merci. Et on est très heureux de vous retrouver. C'est très gentil. Alors, aujourd'hui, on va parler sur le novembre bleu, puisque nous sommes en plein novembre. Déjà, la sensibilisation pour le dépistage précoce, c'est très important. Et en plus de ça, c'est que le nouveau plan cancer 2025-2030 qui vise à renforcer la prévention et le dépistage précoce. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Parce que je sais que vous en avez beaucoup. Ouais. Alors, je voudrais d'abord te saluer et te remercier de m'accueillir avec autant de chaleur et d'affection. Remercier M. le DSP qui m'a donné l'occasion de parler du cancer de la prostate. Et merci à notre directeur régional, parce que c'est lui qui m'a dit ah, attention, il y a le professeur Boubker. J'arrive. Et merci à M. Il s'implique même. Oui, M. Taha, avec lequel on a travaillé à fort longtemps et qui demeure un ami. Bien, en ce qui concerne le cancer de la prostate, bien que je sois chirurgien généraliste, mais nous sommes toujours intéressés à ça parce que ça rentre un petit peu dans le cadre du chirurgien généraliste. Alors, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est.
C'est une glande, la prostate est une glande qui se trouve en dessous de la vessie et qui entoure ce qu'on appelle l'urètre postérieur, là où passent les urines. Donc vous comprendrez que tous les symptômes qui peuvent survenir, c'est quand la prostate, elle grossit, elle fait une compression sur ce canal et donc il y a une rétention d'urine. L'urine ne peut pas circuler et ça entraîne des symptômes. Si bien que ça peut aller très loin, ça peut même entraîner une insuffisance rénale. Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Voilà. Et donc, à partir du moment où on voit qu'il y a une complication mécanique, on serre sur le tuyau, évidemment, il va y avoir des répercussions, des symptômes, on en reviendra. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le cancer de la prostate, il est souvent très latent. Il met beaucoup de temps pour se déclarer. D'ailleurs, si bien qu'on dit... C'est déjà bien, d'ailleurs. Il y a des auteurs qui ont dit, on meurt avec un cancer de la prostate, et non pas d'un cancer de la prostate. La nuance avec. La nuance est très grande. Il accompagne. Il accompagne. D'autant plus que quand on le diagnostique à un stade très précoce, vous avez plus de 90% de survie s'il n'y a pas guérison même. On peut avoir même une guérison. Mais il y a beaucoup de sujets qu'on connaît d'ailleurs dans notre entourage qui ont été guéris définitivement de la prostate. Voilà. Diagnostic à un stade précoce. Précoce, effectivement. Mais malheureusement, il demeure asymptomatique. C'est ça le problème. C'est ce qui nous amène à faire en sorte qu'il y ait un dépistage précoce. Aujourd'hui, les urologues sont parfaitement formés à ce type de pathologie, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de biopsie de la prostate, le diagnostic est histologique, ils font une biopsie de la prostate. Donc nos urologues sont très bien formés dans ce sens-là, ils ont une formation. D'autre part, nos imageurs, ceux qui font de la découverte radiologique, une IRM pelvienne. Aujourd'hui, ils savent délimiter et ils savent voir si cette prostate est hétérogène et ils savent voir s'il y a quelque part, si elle est envoyée quelque part. Et à ce moment-là, il faut une biopsie. Là, la biopsie est dirigée et donc on fait un diagnostic histologique et bien sûr, il y a un traitement, la prise en charge est faite. Mais si on revient un peu en avant, vu qu'il est asymptomatique, donc le sujet ne se plaint pas. Et effectivement, il n'a aucune douleur, aucun symptôme. On peut avoir ça, soit c'est une découverte fortuite comme ça. Fortuite, exactement, oui. Peut-être qu'on part chez le médecin pour autre chose, on passe une échographie pour autre chose et on tombe sur il va chez son médecin généraliste, qui est quelqu'un de très consciencieux, il fait un toucher rectal et il va trouver une grosse prostate. Il va dire, attends, il faut absolument explorer. Il va chez l'urologue. L'urologue, parce qu'il a senti une douleur au niveau de son rein, à gauche, à droite, quelle petite douleur comme ça, passagère, il n'a jamais pensé à ça. L'urologue fait aussi un examen approfondi, il trouve ça, il dit, il faut faire une analyse de sang. Et il va faire une analyse de sang, il va trouver que le PSA, qu'on analyse souvent dans ce contexte-là, qui représente une sorte d'inflammation, il va trouver qu'il est augmenté, au-delà de la normale. Il est au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre. Là, c'est alarmant. Là, c'est alarmant. On peut s'alarmer. S'il y a un doute quand il est légèrement augmenté, et franchement, quand il est très augmenté, il faut absolument le diriger vers un urologue qui puisse faire une biopsie et qui puisse les prendre en charge. Ça, c'est très important. Et puis, vous avez l'autre partie de la population qui vient se plaindre parce qu'il présente des symptômes. Alors, soit c'est des polakiuries, c'est-à-dire qu'ils se lèvent très souvent la nuit, soit c'est un jet d'urine qui est très faible, soit c'est des brûlures urinaires, soit il peut même rejeter du sang, soit dans les urines, soit dans ce qu'on appelle, vous m'excuserez, son sperme. Il peut rejeter des urines. À partir de là, il y a un signe qui attire. Donc là, il va spécialement chez l'urologue en disant, voilà, moi j'urine beaucoup le jour, j'urine beaucoup la nuit, je me lève, et donc il y a une répercussion dans ma qualité de vie. Effectivement. Dans ma qualité de vie, il y a une répercussion, mais je n'arrive pas à dormir, je suis psychologiquement gêné déjà. Très gêné, et je n'arrive pas à vivre calmement, et ma qualité de vie est totalement perturbée. Et donc là, automatiquement, il va y avoir des examens. Et donc aujourd'hui, quand on veut parler de dépistage, étant donné que c'est très long, il faudrait faire des dépistages. Et il y a des dépistages qui ont commencé récemment, du côté de l'Algérois, il me semble, et vous savez, ils ont déjà trouvé plus d'une dizaine de cas. Oui. Alors aujourd'hui, en commençant le dépistage sur la wilaya d'Oran, je suis sûr... Même à l'Est. Voilà, même à l'Est, je suis sûr qu'ils vont découvrir des cas, et donc ils les prennent en charge. Mais si on les prend en charge à un stade précoce, vous avez des chances de guérison. Et on vous dit 93% de survie. Aujourd'hui, c'est le premier cancer le plus fréquent chez l'homme,
bien sûr, puisque la prostate n'existe que chez l'homme. Il faut bien souligner. Ça c'est l'anatomie. Hein. Et vous savez, si vous allez aux États-Unis ou vous allez en Europe, c'est un homme sur 4. Et certains disent un homme sur 7. N'empêche, c'est le premier cancer de l'homme. Ouais. Et donc, il faut absolument, à partir de 45 ans, 50 ans, il faut absolument faire un bilan. Un bilan. On a vu des cas où, au-dessous de 50 ans, il y a eu des cas. Hein. Mais plus on vieillit, plus on a la chance d'avoir un cancer de la prostate. Évidemment, vous allez me dire, mais attendez, toute la population peut pas. Non, il y a des gens à risque. C'est ceux qui ont, il y a des facteurs héréditaires. Quelles sont ces personnes à risque? Voilà. C'est par exemple si vous avez un parent proche de la première fratrie qui a fait un cancer. Ça, c'est une chose. Vous avez aussi tout ce qui est environnement. Donc, il y a une notion d'hérédité, il y a une notion d'environnement et de pollution. Et donc, c'est ça qui va. Il y a une notion aussi héréditaire quand on parle de certains gènes. Et donc, ceci peut entraîner. Mais le fait qu'il y ait un parent qui a fait un cancer, on doit absolument s'inquiéter et dire tiens, moi je veux faire un dépistage, je n'ai rien à perdre. Au minimum un PSA qui peut alerter. Et souvent des médecins, des confrères, personnellement moi-même, on fait au cours d'une analyse banale de sang, et on se dit tiens, faites le PSA en même temps, faites une CRP, c'est pour voir l'inflammation. Tiens, on va faire le PSA aussi. Et puis il se retrouve avec un taux de PSA qui est anormalement élevé. Et là, il ne faut pas se dire c'est une prostatite. Là, il faut vraiment une inflammation de la prostate. Beaucoup de gens, nous médecins, on le fait. C'est une inflammation de la prostate. Ouais. Allez, on va prendre des antibiotiques pendant 3 semaines avec des anti-inflammatoires et ça va rentrer dans l'ordre. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne peut pas rentrer dans l'ordre. Dès le début, il faudrait explorer immédiatement. Ça ne peut pas rentrer dans l'ordre. Si vous avez un PSA qui est anormalement élevé et qui franchit même des limites plus importantes, au-dessus de 20, au-dessus de 30, il n'y a pas à hésiter. Ouais. Il faut absolument se diriger, discuter avec son urologue qui puisse vous prendre en charge pour une IRM éventuellement et pour une biopsie. Et là, vous êtes tranquille. Mais ne faites pas la bêtise de dire c'est une prostatite, c'est simple, parce que même les urologues, ils peuvent vous le dire. C'est une prostatite, on va vous donner un traitement hormonal et puis ça va passer dans l'ordre, etc. Certains urologues, je ne parle pas de tous les urologues. Oui, on ne généralise pas. Oui, mais il y a des médecins qui sont très conscients, des urologues aussi. Mais il faut être conscient, exactement. Mais dès qu'on a quelque chose qui est anormalement élevé, il faut absolument faire attention. Ouais. Alors d'autant plus que, ce que je voulais vous dire qui est très important, c'est qu'il y a une prise en charge, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur, étatique. Public. Alors aujourd'hui, le traitement, il est chirurgical. Il est pour éradiquer carrément. Il est médical et il y a la radiothérapie. Tout ceci se trouve dans les deux secteurs. Si nous allons dans le secteur privé, le coût, bien sûr, est élevé. Vous avez entre 40 000 et 60 000 dinars, si ce n'est pas un peu plus, une injection qui se fait trimestriellement. Ça, c'est le traitement. Si vous allez faire une radiothérapie, c'est entre 500 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars. Ça dépend où vous allez. Et si vous allez faire un acte chirurgical, ça peut se situer au-delà de 300 000 dinars. Ouais. C'est à peu près ça. Alors qu'à l'état public, dans l'établissement public, c'est gratuit. Hein. Voilà, j'arrive. C'est à peu près ça dans le secteur. Voilà. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Dans aucun autre pays que... Voilà. Non. La sécurité sociale, effectivement, elle joue le jeu. Ouais. Les médicaments sont remboursés. Et donc tout ce que je vous dis dans le secteur privé, la prise en charge oncologique est gratuite. Et la prise en charge oncologique est totalement gratuite. Effectivement. Et vous voyez que l'Algérie, elle fait des efforts extraordinaires. Extraordinaires. D'où justement, il faudrait revenir, professeur Boubker, sur le plan cancer 2025-2030. Absolument. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan, cancer, surtout que le plan cancer, c'est qu'il vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce et l'accessibilité aux soins. Oui, beaucoup absolument. Plus. Alors d'abord, il faudrait remercier Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, effectivement. Monsieur le Président, Monsieur Abdelmajid Tebboune, et qui a créé une commission présidée par un professeur et des professeurs qui sont tout autour de différentes spécialités et qui, pour la prise en charge du cancer,
dans sa totalité. Bien sûr, avec à côté, bien sûr, on travaille avec le ministère de la Santé. De la Santé, bien sûr, le ministère de tutelle. Pharmaceutique et tous les ministères, parce qu'il y a un financement et un but. Effectivement, c'est une entraide. Voilà. Et ensuite, il faudrait dire qu'il y a un budget qui a été consacré pour ça, pour cette prise en charge. Un budget qui est conséquent pour la prise en charge du cancer. Parce que déjà, les antimitotiques, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et donc, tout ceci, cette commission, quand on parle du plan cancer, c'est un dépistage qui se fait, qu'on voudrait précoce à travers tout le territoire national. Et ça concerne tous les cancers. Et bien sûr, cette prise en charge, elle est d'abord, il faut diagnostiquer, donc il faut des moyens. Effectivement. Il faut des moyens, des analyses, des radios, etc. Et ça coûte très cher. Ça coûte cher, les scanners, les IRM. Voilà. Ça coûte excessivement cher. Deuxièmement, la prise en charge. Donc ça dépend. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas oubliée, je reviens rapidement sur le cancer de la prostate, je reviens. C'est que quand le cancer de la prostate est diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire qu'il a franchi la paroi de la prostate, ça dit qu'il y a des métastases. Et les métastases, souvent, elles sont osseuses. Au niveau de la colonne, au niveau des os. Alors souvent, il y a des gens, par exemple, qui viennent se plaindre de douleurs du dos, de douleurs au niveau des os. Ils pensent que c'est un truc... Voilà, et quand on fait un examen, c'est un cancer de la prostate, et il est déjà dépassé. Et ça pose des problèmes. Parce que les métastases, elles sont très douloureuses. Et c'est très difficile de gérer cette situation. Et ça donne une mauvaise qualité de vie pour la personne. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher et essayer d'aller rapidement vers son médecin pour faire un diagnostic précoce. Alors je reviens maintenant au plan cancer. Donc le plan cancer, sur le plan thérapeutique, il y a un budget conséquent. Pourquoi? Parce que souvent le diagnostic est fait tardivement. Et quand ils arrivent en milieu hospitalier... Donc il faut une cure de chimiothérapie. Il faut parfaire le diagnostic d'abord. Effectivement, oui. Moi, j'ai dépassé le stade de... Deuxièmement, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui nécessitent une chimiothérapie avant l'opération. Effectivement. Et après l'opération. Et des gens qui nécessitent une radiothérapie avant l'opération. Après l'opération. Tout ceci coûte cher. Ça dépend du protocole. Voilà. Mais ce qui est embêtant, et c'est pour ça que j'ai dit toujours à la personne, il faudrait que les gens pensent à protéger leur corps. Voilà. Et comment protéger son corps? C'est des check-up au moins une fois par an. Au moins un signe d'alarme. Il ne faudrait pas attendre qu'il puisse y avoir une hématurie du sang par les urines, du sang dans les selles. Et quand vous faites un diagnostic, c'est déjà une grosse tumeur qui s'est étendue partout. Parce que là, combien même le traitement peut être efficace par des praticiens qui sont chevronnés, qui savent faire un traitement oncologique, un protocole bien adapté, qui coûte cher, un chirurgien expert qui peut faire des choses très bien. Parce qu'aujourd'hui, on fait la chirurgie du cancer avec... C'est une chirurgie mini-invasive. Allez, on le fait avec la laparoscopie. Et bientôt. Et là, je remercie les responsables de la santé qui ont pensé à nous ramener le robot chirurgical pour lequel on a eu tant d'espoir. D'ailleurs, ça va être en mars. Je pense qu'en janvier, en janvier 2026. Nous aurons des robots, au moins au niveau des pays, des hôpitaux qui ont une expertise chirurgicale. D'ailleurs, Oran va recevoir son robot. Oran recevra son robot, Inch'Allah. C'était un espoir que j'avais défendu cette idée, vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis vivant et je vais avoir le robot qui va arriver là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour son malade? Qu'on puisse ne pas l'agresser. Effectivement, et la guérison. Qu'il puisse avoir une guérison et une qualité de vie. Et qu'il puisse revenir immédiatement à la vie, rentrer dans la vie sociale. Mais qu'il puisse être qu'il reprenne sa vie. Absolument. Donc c'est tout ça. Donc dans le plan cancer, un budget conséquent, une équipe pluridisciplinaire compétente. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à aller dans les zones lointaines,
aller à trouver des moyens avec les différents directeurs d'hôpitaux qui sont aujourd'hui justement dans des endroits retirés. Dans des endroits retirés. Parce que là, c'est un sujet tabou pour les hommes généralement. Absolument. Déjà dans les grandes villes, c'est un petit peu bon. Maintenant, ça va, hein, ils acceptent, etc. Mais dans les endroits retirés, c'est toujours tabou pour eux. C'est toujours c'est un esprit carrément fermé. Absolument. Par contre, je dirais une chose. Il ne faut pas oublier une chose aussi qui a été instaurée. Et là, je voudrais dire que ça a été instauré depuis bien longtemps et par mes maîtres. Quand je parle du professeur Souti Kandil, qui a été mon maître, qui m'a formé. Et donc, je lui souhaite une bonne santé. Et il avait pensé déjà au jumelage. Ce n'est pas venu du côté administratif. C'est venu des chirurgiens et c'est venu de médecins qu'on remercie aujourd'hui, bien qu'il y en a qui ont disparu. Que Rabbi Yarhamhum. Il y en a qui, quelques-uns sont vivants, dont M. Kandil. Ils ont pensé au jumelage. Le jumelage, qui a été instauré officiellement par l'État algérien, aujourd'hui, le jumelage, vous savez, c'est des sortes de métastases, ça va partout. Et donc, c'est des équipes pluridisciplinaires qui vont dans des zones lointaines, éparses, et qui peuvent faire du diagnostic. Ah oui. Et ils font du diagnostic non seulement du cancer de la prostate, mais d'autres cancers et même de maladies chroniques. Chroniques, effectivement. De maladies infectieuses. Donc vous voyez que le jumelage joue un rôle très très important au niveau de l'Algérie. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie s'est dotée de moyens. Alors effectivement, on n'a plus cette gêne, on va dire, de santé où il n'y a pas de moyens, où on ne peut pas avancer dans l'exploration justement de... Vous avez des camions mobiles, vous avez des équipes pluridisciplinaires, vous avez des psychologues, vous avez un personnel paramédical qui est compétent, qui y va, vous avez une direction, une administration qui fait tout pour avancer, qui est coopérante, parce qu'il y a des directeurs qui ont des compétences reconnues, donc ils savent, ils travaillent sur le terrain. Et aujourd'hui, le mot qui a été lancé par le responsable et les principaux responsables, quand il dit par exemple au Wali, sur le terrain, je veux vous voir sur le terrain, parce que c'est sur le terrain. Ah bah oui. C'est là qu'on peut ramasser on peut nettoyer, voilà. On peut désherber. On peut nettoyer. Je crois que c'est très important. Notre politique de santé est importante. Ce qui me fait revenir sur une chose. Vous savez, j'ai fait un petit peu le tour de l'Europe, un petit peu le tour des Amériques de l'autre côté. Eh ben, je vous assure que, par exemple, en France, on est tous les jours là-bas. Mais vous savez, vous restez 6, 8, 12 heures pour être vu dans l'urgence. Oui, effectivement. Alors qu'ici, c'est tout de suite. Voilà. Au Canada, il y a des gens qui sont morts dans les couloirs. Effectivement, oui. Bien, on dit la prise en charge, oui, c'est vrai. Et puis, une chose pour laquelle je voudrais revenir, on parle de désert médical en France, par exemple. France, oui. Mais vous savez que le nombre de milliers de médecins qui sont responsables et qui prennent en charge des malades. Déjà, ils sont en déficit déjà de médecins, parce que la majorité des médecins en France, donc ils sont en train de déserter carrément leur pays et partir vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Amérique, on va dire, et même vers l'Australie. Moi, j'ai vu un reportage sur ça. Et aujourd'hui, je vais revenir sur ça si j'ai encore un petit peu de temps. Non, nous, ça va quand même. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous dire, l'université, elle joue son rôle. Elle est très importante, l'université, parce qu'elle permet non seulement d'aller... Vous savez, un bachelier aujourd'hui, il faudrait avoir plus de 16 de moyenne pour faire médecine. Oui. Et on forme des gens, des médecins de qualité. Parce qu'il y a la formation sur place, le jumelage, tous ces déplacements. Donc, quand ils finissent... Il y a la théorie et la pratique en même temps. Et puis, l'université, elle vous coupe directement sur le terrain. Donc, certaines personnes dans d'autres secteurs, ils sortent, ils sortent. Je vais vous dire autre chose. Il y a des gens qui, au lieu de faire médecine, préfèrent faire, par exemple, un technicien supérieur. Oui. Infirmier. Beaucoup. Pourquoi? Parce que tout de suite, il est plongé dans le travail. Tout de suite, il est plongé dans le travail, effectivement. Oui. Alors que pour les médecins généralistes, pour passer, il faudrait... Il faut 7 ou 8 ans. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, l'université forme des médecins de qualité et elle en forme beaucoup. Effectivement. Voilà. Et donc, je crois que avec l'effort de l'État en ce qui concerne les équipements, en ce qui concerne la formation du côté universitaire, en ce qui concerne la formation dans les hôpitaux. Vous avez vu le nombre d'hôpitaux qu'il y a en Algérie? Rien que pour
vous avez un pôle de santé Oui, au lieu des, oui, extraordinaire. des 5 hôpitaux de Alors, 240 vous avez lits, dit, je ne sais pas, c'est extraordinaire. effectivement, alors vous avez dit justement le réconfort. Eh bien, on dit que le réconfort pour le malade, il y est en Algérie. Donc, merci beaucoup. Professeur Boubker, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et la porte est grande, ouverte pour Merci vous. beaucoup, Vous pouvez venir à n'importe quel moment. Marhaba bik. Merci à vous et à toutes les personnes qui sont là et qui nous ont encadrés. Merci beaucoup. Alors, sujet sur la rencontre de calligraphie arabe au musée Ahmed. Mais attendez, pourquoi vous allez partir? Je pensais que c'était... Ben non, mais restez avec nous, voyons. Ah, vous êtes pressé de nous quitter Non, ou quoi? Pas du tout, pas du tout. Ben, c'est un plaisir que vous soyez avec nous déjà et qu'il faudrait rester avec nous Avec aussi. plaisir, Hein. avec plaisir. Voilà. Alors, sujet sur la rencontre de calligraphie arabe au musée Ahmed Zabana. Alors, sujet signé Souad Benataya, notre journaliste de la production, et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après. Le Salon national de la calligraphie arabe ouvre ses portes. Artistes confirmés, jeunes talents et passionnés s'y retrouvent pour célébrer la beauté de la lettre entre tradition et création contemporaine. خلال هذا الشهر والشهر القادم بمناسبتين اليوم العالمي للفن الإسلامي واليوم العالمي للغة العربية وخير احتفال يكون من خلال فن الحروفيات أو فن الخط العربي الكاليغرافيا. هو معرض جماعي، معرض وطني لقامات من أنامل هذا الوطن التي تبدع من خلال الحرف العربي. هذا المعرض يخدم الخط العربي، ومن خلال الخط العربي كما نعلم بأن هذا الفن يخدم التراث الوطني ويخدم كذلك أنه فن أصيل، يعني من خلاله نتعرف على الهوية تاعنا، وكذلك يبين يعني قدرات الفنانين تاعنا من خلال هذا المعرض. يعني مبادرة يعني طيبة من المسؤولين على المتحف وعلى الشيخ نور الدين، انه زميلنا يعني حتى وعنده باع كبير في الحروفيه، راه مشى، راهي مدرسه قائمه بذاتها في الجزائر، يعني حتى في المشرق يعني فرض وجوده معهم. وبالنسبه للحروفيه الجزائر سباقه في العالم العربي. Expositions, démonstrations et ateliers rythment l'événement. Les visiteurs découvrent la diversité des styles, du koufik au thoulout, ainsi que le travail précis des calligraphes, du kalam ancien aux techniques modernes. هو عبارة عن مجموعة من فنانين عمالقة على مستوى الوطني اللي كان سعدنا الحظ أن نتشرفوا بحضورهم معنا في هذا المعرض ومشاركتهم معنا. هو بمثابة لقاء للخطاطين، لقاء آخر أو قبلة أخرى فتحت المجال في ولاية وهران. نتمنى لها إن شاء الله الدوام والتوفيق والنجاح إن شاء الله. أنا جيت نشوف الفن تاع الخط العربي اللي احترمه بزاف ويعجبني كصفتي فنانه، دونك هو كل ما هو فن. Plus qu'un salon, c'est un espace de transmission. En mettant en lumière cet art millénaire, l'événement encourage une nouvelle génération à préserver et réinventer la calligraphie arabe. Merci à Souad Benataya de nous avoir ramené ce sujet. Merci beaucoup. Donc, et bonne continuation à toi, Souad. Alors, la nutrition, eh bien, c'est très important dans notre vie et ça parle beaucoup. Ça va dans tous les sens. La malnutrition va dans tous les sens. Réadapter justement une alimentation correcte, donc c'est très difficile un petit peu maintenant pour relever un petit peu le niveau de notre nutrition, on va dire. Donc c'est très important la nutrition, surtout pour le diabétique. Alors pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a que juste 3 ou 4 jours où c'était la journée mondiale du diabète qui correspond au 14 novembre. Et comme il n'y a pas un foyer où il n'y a pas un diabétique à la maison, donc on a essayé un petit peu d'aborder ce sujet autrement cette année. Donc, c'est à travers la nutrition où nous avons avec nous Bouchra Belaïfa. Alors, elle, c'est notre nutritionniste que vous avez l'habitude de suivre à chaque fois sur Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Très bien, ravie de te voir encore une fois. Ravie d'être ici. Moi aussi. Ça me fait aussi plaisir qu'on va parler d'un de mes sujets préférés. D'ailleurs, c'est ma spécialité, la nutrition des diabétiques. D'ailleurs, parce que je travaille avec
on peut dire qu'avec les diabétiques. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Pour aborder ce sujet qui est très important d'ailleurs. Alors, quels sont les principes de base de l'alimentation pour un diabétique? Alors déjà, avant de parler de l'alimentation, j'aimerais bien qu'on parle du diabète lui-même. Oui. Donc, pour commencer, c'est quoi le diabète? On peut dire, entre parenthèses, le diabète se caractérise souvent par un taux élevé dans le sang, donc un taux élevé de glycémie dans le sang, exactement, pendant donc un c'est au-delà de 1,30 g alors, à jeun. Ou 1 mètre, oh là là, ou 1,26 g, je dirais 1,20 g. Pour une personne saine, ça au-delà de 1,20 g. Donc, faut faire attention. Exactement. Donc, on ne va pas dire qu'on est diabétique, mais non, on commence à faire attention. On commence à s'inquiéter. Exactement. Après, il faut savoir qu'on a plusieurs types de diabète. Donc, les plus fréquents, c'est le type 1 et le type 2. Et après, on a d'autres types qui sont moins fréquents, comme le diabète gestationnel, même si moi, je trouve que ça devient de plus en plus inquiétant, car là où je suis, je vois presque tous les jours des femmes enceintes diabétiques. Et qui restent diabétiques même après l'accouchement. Même après l'accouchement. Le problème, c'est justement l'âge. Quand on voit des femmes avant, le diabète, c'était à partir de 40 ans, 50 ans. 50 ans, exactement. Maintenant, on voit des femmes de 20 ans, de 22, 24 ans, avec un diabète gestationnel. Il y a même le diabète juvénile. Oui. D'ailleurs, c'est à partir de 10 ans. Des fois, on voit même des enfants de 3-4 ans qui sont diabétiques et dont, d'ailleurs, la prise en charge est très difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas point de vue médicaments ou quoi que ce soit. C'est beaucoup point de vue gérer l'alimentation de l'enfant, parce qu'il est tenté par le chocolat, il est tenté par les bonbons. Pourquoi moi, je peux pas manger de ça et mes copains, oui. Manger, donc, et là, c'est un petit peu moi, je trouve que n'importe quelle maladie reliée avec la nutrition est difficile quand il s'agit justement de ça, d'un régime précis, que ce soit un diabétique ou un cœliaque, c'est vraiment très, très difficile. Après, le problème, moi, je dirais, c'est qu'on croit toujours qu'on est à l'abri. On ne fait pas attention. Et d'ailleurs, normalement, ça commence quand même à inquiéter parce qu'il y a tout le monde qui est diabétique. Moi, je vois juste dans un secteur, je vois tous les jours de nouvelles têtes. Oui. 20 personnes minimum par jour avec un diabète. C'est quand même inquiétant. Et surtout que ça c'est inquiétant et alarmant. Alarmant, exactement. Surtout que ça commence à toucher les plus jeunes. Donc, comme je disais avant, c'était diabétique qu'une personne âgée. Oui. Là aujourd'hui, non. C'est des jeunes de 30 ans, de 25 ans. Et moi, je pense que c'est dû à la malnutrition. Exactement, justement. Moi, je dis toujours, quand je dis que je fais attention, parfois, je vais pas dire que je fais attention à 100%, mais j'essaye quand même. J'essaye surtout le vendredi après-midi où tout le monde fait des gâteaux. Hein. Exactement. Donc, voilà. Oui, mais on peut se permettre de prendre une petite tranche de gâteau l'après-midi avec un bon café sans sucre. Donc on peut un petit peu équilibrer ce moment, on va dire, de détente, de café. Donc comme on dit, qahwat al-asr. Qahwat al-asr, c'est un café sans sucre avec un petit gâteau. Oui. Et voilà, et ça passe. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je dis toujours à mes diabétiques que rien n'est interdit. On peut se permettre de prendre des gâteaux à midi, même un diabétique qui peut se permettre, tant qu'il mange bien. Ce n'est pas le gâteau de l'après-midi, habba gâteau de l'après-midi, qui va vous faire mal, ou qui va vous faire... Pas du tout. En fait, c'est à force de beaucoup manger de sucre, quand termine soit diabétique ou avec un diabète mal géré ou mal équilibré. Donc, mon conseil pour les diabétiques, quand on va parler nutrition, c'est qu'on doit apprendre à tout manger, mais on doit insister sur des aliments de qualité, aussi connaître les rations. Voilà, donc, surtout. Exactement. Donc, si je veux manger un gâteau, je peux manger un gâteau, c'est pas un problème. Mais après, habba. Voilà. Faut pas en abuser non plus. Pas un plateau. Exactement. Ça. En fait, moi, je trouve que notre problème, c'est les rations. On ne sait pas manger. Par exemple, on ne sait pas manger... On tombe dans l'exagération. Exactement. On ne sait pas manger une orange.
c'est 3 oranges, c'est jamais une. Bon, attendez, hein, entre nous, hein, moi j'adore la clémentine et surtout que c'est le fruit de saison. Oui. Donc moi j'en prends, hein, Bien 3, sûr. 4. Ça fait plaisir, mais après, faut faire attention parce que Ouais. quand on parle aussi, par exemple, de raisin, c'est jamais juste. Ah oui. D'ailleurs, j'allais vous poser dans un petit moment, là, on a grillé un petit peu les étapes, Oui. mais Malige. Donc j'allais vous poser la question, quels sont les fruits interdits et les fruits qui sont autorisés? Alors, il n'y a pas de fruits interdits. Tout est autorisé du moment où on va savoir combien manger. Donc, par exemple, moi je dis à mes diabétiques, si vous voulez manger des pommes, vous pouvez manger une pomme au déjeuner, au dîner une pomme. Si vous voulez manger des raisins, vous pouvez manger des raisins tant que c'est exactement. قد يدي هكا. Exactement. Que ça dépasse pas la main. Exactement. Moi, je leur dis قد يدي. Les raisins, les bananes, je leur dis si vous voulez, essayez de ne pas prendre toute une banane que la moitié. Il faut faire attention aussi avec les dattes. Donc, oui, c'est très sucré. C'est très sucré. On a beaucoup qui pensent que non, c'est pas sucré, que ça fait qu'ils augmentent pas la glycémie dans le sang. Moi, je leur dis, essayez de ne pas dépasser les 2 dates. C'est excellent, 2 dates, c'est excellent. On a aussi les raisins. On a tout ce qui est pêche, nectarine, exactement. Abricots. On peut se permettre de tout manger tant que c'est en quantité réduite. En quantité, voilà, réduite et raisonnable. Raisonnable, exactement. Sinon, il n'y a pas d'interdiction. Même quand il s'agit du gâteau et tout, il n'y a pas d'interdiction. Tant qu'on mange un petit morceau. Moi, c'est ce que je fais. Même en n'étant pas diabétique, c'est ce que je fais. J'essaye de manger comme un diabétique. Parce que pour moi, ce n'est pas un régime diabétique. C'est un régime. C'est un rééquilibrage alimentaire que tout le monde doit suivre. Justement pour ne pas tomber dans le piège du diabète. Car une fois on est dedans, c'est trop tard, malheureusement. Effectivement, oui, on sera obligé de se soumettre, on va dire, aux médicaments, à l'insuline, aux injections. Des fois, on n'a pas besoin d'injections, des fois, c'est juste les comprimés. Et puis, gérer sa glycémie, c'est très difficile parce qu'on tombe en hypoglycémie, ensuite, on est en hyperglycémie. Oui. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Exactement. Et après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut gérer l'alimentation. C'est important. On ne peut pas gérer le diabète sans gérer son alimentation. Si on ne va pas gérer l'alimentation, ça ne va jamais devenir équilibré. Même avec l'insuline, même avec tout. Même quand on prend l'insuline, si on ne gère pas l'alimentation, on ne va pas gérer le diabète. Alors, et comment gérer, on va dire, une journée c'est-à-dire de repas pour un diabétique? Alors moi, je vais vous parler comme une diététicienne qui travaille avec Ahmed Chab, avec les gens, avec le peuple algérien. Donc, j'oblige pas les gens à manger des avocats ou quoi que ce soit. Je suis algérienne, on est tous des Algériens, donc je parle avec mes patients. On sait qu'un avocat, quand même, il coûte vraiment très cher. Donc, je parle avec mes patients comme si j'étais avec eux à la maison. Ce que je leur dis souvent, c'est d'essayer d'éviter des aliments hyper sucrés le matin. Donc, je leur dis, par exemple, au lieu de prendre un gâteau le matin, un gâteau le soir, essayez de prendre un gâteau que l'après-midi. Exactement. Alors, et pour le matin, je leur dis souvent, si vous pouvez, si vous n'avez pas de problème avec les légumes, vous pouvez prendre une petite assiette de légumes avec des œufs bouillis. Si vous ne pouvez pas, parce que je remarque que c'est pas tout le monde qui peut manger le matin, c'est pas légumes le matin, donc je peux pas obliger quelqu'un et savoir par la suite qu'il va pas le faire. S'il peut pas, je leur dis de prendre un petit morceau de pain et s'il y a possibilité du pain complet avec du fromage, un verre de café ou de lait ou avec ce qu'on a l'habitude de prendre le matin. Exactement. Je leur dis juste d'éviter les trucs trop sucrés. Donc après, pour le déjeuner, j'insiste toujours sur les salades. Donc je dis toujours qu'il faut commencer avec... C'est très bon, les salades. Et c'est pourquoi? Parce que c'est riche en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont l'ami du diabétique. Donc ça peut aider énormément. On commence avec une petite salade. On peut manger tout ce qu'il y a à la maison. Après, on doit éviter juste les fritures, quelques aliments on ne va pas dire éviter, mais réduire ou savoir les quantités des aliments. Par exemple, des pâtes et tout. On ne peut pas dire ne pas manger de pâtes ou de pommes de terre. Non, on peut manger juste... On doit connaître la quantité. Sa ration. Exactement, la ration. La ration. Après, certains disent que le pain est interdit. Moi, je dis non. Oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. On a toujours dit ça, que le pain est interdit pour les diabétiques, alors que non.
Moi, je trouve que j'ai des diabétiques qui mangent du pain et qui ont une glycémie équilibrée. Très équilibrée. Excellente. D'ailleurs, pourquoi? Parce que justement, on revient toujours à la ration. Si je vais prendre un petit morceau de pain, par exemple, moi, je dis toujours de préférence un pain complet parce qu'il y a quand même le côté de c'est beaucoup mieux, bien sûr. Mais après, si on ne peut pas se permettre, comme moi, je vois chez moi, on peut prendre du pain, juste une petite quantité. On peut même le préparer à la maison. Exactement. Parce qu'il y a de la farine complète. Exactement, c'est ce que je leur dis. On la trouve partout. En plus de ça, c'est vite fait, bien fait. Hein, exactement, c'est quelque chose qu'on prépare à la maison. Ça reste toujours mieux que ce qu'on achète à l'extérieur. Exactement, donc je leur dis un petit morceau de pain, de l'eau. Donc l'eau, c'est très important. Et après, si on a des fruits à la maison, on prend un fruit. Donc pour moi, c'est excellent. On doit juste connaître les rations. Moi, je leur dessine des fiches. Donc la partie la plus, on va dire, la grande partie, c'est souvent les fibres alimentaires, donc les légumes. Après, on a une petite partie, donc un quart, on va dire, de protéines, donc soit viande, soit poulet, poisson ou des œufs. Et une partie de tout ce qui est glucides, donc les pâtes ou s'il n'y a pas de pâtes, pommes de terre, s'il n'y a pas de pommes de terre, le pain, donc on choisit. C'est comme ça. Après, pour l'après-midi, je dis toujours un gâteau et du café. Pour le dîner, comme pour le déjeuner, donc une salade. Après, on termine avec le reste. Et franchement, je vois de très très bons résultats, surtout mais avec les diabétiques qui pratiquent une activité sportive. Donc, parce qu'il faut quand même intégrer une activité sportive. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de partir dans les salles, on peut juste marcher. Moi, je leur dis, choisissez un stade à côté de chez vous. Il y a des stades partout. Partout, effectivement. Partout, dans chaque quartier, un stade. Choisissez un stade, mettez vos vêtements de sport. Et 2-3 tours et c'est bon. Et le tour est joué. Exactement. Moi, les femmes, je leur dis, vous ne pouvez pas sortir n'importe doulettes comme à l'école et ramener exactement. Oui, parce que ça fera une activité au lieu de rester debout en train de tchatcher avec ta voisine, donc essaye de marcher, marcher, discuter et marcher. Parler, discuter et marcher, exactement. Après, on ne peut pas parler de tout ça sans parler du diabète gestationnel, donc je dis toujours aux femmes, même les jeunes femmes, si vous êtes prédisposées, donc si vous avez déjà un des parents qui a un diabète, il faut faire attention. Donc même une personne de la famille qui a un diabète, il faut faire attention quand on tombe enceinte. Je sais que on a envie de manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Parfois, j'ai des femmes diabétiques qui me disent, avec diabète gestationnel, qui me disent, moi j'ai pas l'habitude de manger sucré, mais quand même quand elles tombent enceintes, moi je dis toujours qu'il faut faire attention. Oui, il faut faire très attention. Exactement. Donc merci beaucoup Boucha Belaifa pour ces bons conseils. D'ailleurs, et de toutes les façons, ça s'applique sur tout le monde, pas uniquement les diabétiques, mais le diabétique, il faudrait qu'il fasse très attention. Pas de chocolat, pas de bonbons à tort et à travers. On peut manger du chocolat, mais on ne tombe pas dans l'exagération. Exactement. Donc, merci beaucoup. Alors, on revient sur un sujet sur les Olympiades. Alors, les Olympiades des métiers. En 2025, la première édition, justement. Et ils ont commencé le 17 et ça va s'étaler jusqu'au 21. Eh bien, sujet de Yasmine Amri. On se retrouve juste après. Ils sont 550 jeunes talents sélectionnés parmi des milliers à travers plusieurs wilayas du pays, réunis à Oran pour la première édition des Olympiades nationales des métiers. Ces finalistes entament les épreuves techniques placées sous le haut patronage du président de la République. L'Algérie a toujours cru que la compétence est une force et que la formation professionnelle est le moteur d'une Algérie productive. Excellez, innovez et soyez assurés que l'Algérie mise sur vous. Nous participons aux Olympiades des métiers 2025 pour montrer les compétences que nous avons acquises durant notre formation. Nous espérons atteindre les premières places. Nous sommes venus concourir et apprendre car cette compétition est une véritable occasion de progresser. Nous visons la première place, Inch'Allah. Un jury composé d'enseignants, d'experts et de professionnels évalue la précision du geste, la créativité et l'innovation, des critères devenus essentiels dans un marché du travail en pleine transformation.
Je viens de la wilaya de Djelfa, dans le domaine de l'électricité du bâtiment, où j'intègre l'intelligence artificielle dans les systèmes électriques. Nous avons présenté un projet de traitement de l'eau et je participe à cette compétition comme une porte vers de nouvelles opportunités pour l'avenir. Ici, nous rencontrons des candidats venus de plusieurs wilayas, ce qui nous permet de partager nos connaissances et de renforcer nos compétences pour notre avenir professionnel. Nous sommes aujourd'hui à Oran pour viser la première place et Inch'Allah, nous espérons remporter le concours. Une compétition pensée comme un véritable levier pour préparer une génération capable d'innover et de répondre aux défis de demain. Moi, je commence toujours avec nos invités, surtout quand on a des pépites sur le plateau. Donc, on revient sur la semaine de l'entrepreneuriat, alors la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est une semaine qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque elle aussi, elle a commencé le 17 et qui va s'étaler jusqu'au 23 novembre. Alors, d'où on reçoit le directeur de l'incubateur de l'université Oran 1. Alors, c'est Monsieur Hassan Omar Rouen. Alors, aujourd'hui, on a enfreint à la loi de la galanterie, en fait. Hein. On a commencé avec le monsieur, d'ailleurs. Ça va, vous allez bien? C'est toujours un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Je vous remercie pour cette invitation et merci, je dis bonjour à toutes les adultes. Vous n'êtes pas venu seul cette fois-ci. Oui. Vous nous avez ramené une pépite. C'est pour ça que j'ai commencé à parler avant. D'ailleurs, avec mademoiselle Filla Hagen. Alors, vous êtes porteuse de projet. Oui, merci. Ça va? C'est votre première télé? Oui. Ah, c'est pour ça que je vous sens un petit peu mal à l'aise, c'est ça? Mais non, on est gentil quand même. Oui. Ben voilà. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ben non, il faut être fier. Vous avez fait un projet, vous l'avez mené à terme, etc. Alors là, c'est que vous êtes l'avenir de l'Algérie. Hein? Inch'Allah. Très bien. Alors, la semaine de l'entrepreneuriat, alors c'est un événement qui est placé sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre. Donc, parlez-nous un petit peu, Monsieur, de la semaine. Alors, quelles sont ces conférences, les activités? Donc, on aimerait bien avoir un petit aperçu de ce qui se passe pendant cette semaine mondiale. Merci madame. Donc je tiens à vous remercier vivement parce qu'à chaque année, donc, quand on lance nos activités au niveau de l'incubateur de l'université Oran et même durant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, vous êtes toujours présents donc, pour nous accompagner. Donc je vous remercie. C'est notre devoir. Oh, merci. On ne fait que notre devoir. Merci beaucoup. J'espère que madame, je me passerai au contraire, ça. Donc à chaque fois, il y a de bons échos. Donc après l'apparition, donc toujours, on a un écho positif par rapport à l'influence des étudiants, des porteurs de projets. Tant mieux, tant mieux. Oui. Pour cette semaine qui est mondiale, donc on a une activité qui est, comme vous l'avez signalé, sous l'égide du Premier ministre avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et un suivi particulier au niveau de notre université par monsieur le recteur de l'université Oran. Et même le ministre de l'économie aussi. De l'économie. On va parler parce que des startups. C'est ça, oui. C'est un travail de plusieurs ministères. Plusieurs ministères. C'est ça, parce que c'est parmi les priorités de l'État. De l'État, effectivement, ça c'est vrai. Donc l'objectif premier de cette semaine, c'est la sensibilisation et d'inculquer cet esprit entrepreneurial pour nos jeunes étudiants au niveau de l'université, parce que maintenant, l'objectif, avant, c'était de préparer des étudiants, après l'obtention du diplôme, c'est de chercher un emploi. Oui. Donc, ils préparent un CV. Maintenant, s'ils préparent un plan d'affaires, c'est-à-dire à la fin, lors de la fin du cursus, en licence ou en master, ils préparent ce qu'on appelle diplôme start-up ou diplôme entreprise économique. Donc, on essaye de passer de l'académique à l'appliqué. Au lieu de préparer un étudiant formé que le côté académique, on prépare un étudiant entrepreneur. Théorique.
Oui, ça reste... Théorique d'une certaine façon. Non, même si c'est pratique, parce que même la recherche, on a la recherche... pratique, je veux dire, pas théorique. Oui, pratique, je veux dire, voilà. Mais académique. Maintenant, on veut valoriser tout ce qui est... on a plusieurs, on a les livrables... Ce qu'on a appris à l'université, on peut après on va dire, le mettre sur le marché. L'appliquer, tout simplement. Donc, on veut passer du laboratoire au marché. Donc c'est pour cela, c'est les objectifs. Ça a commencé en 2022 avec l'arrêté 1260, le fameux arrêté 1275, qui fait que lors des licences et des masters, les étudiants préparent un mémoire entrepreneurial. Généralement, on favorise tout ce qui est innovation. Donc ils préparent le mémoire académique pour obtenir le diplôme académique et aussi une fiche technique de leur projet. Donc, alors, et quelle est l'importance justement de votre participation lors de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat? C'est ça. Donc, un incubateur, c'est quoi un incubateur? Comme on a une graine, on va l'incuber, elle devient plantule, plante, arbre, etc. Donc, c'est pour cela, nous, en tant qu'incubateur, on essaye d'accompagner. Et on profite de cette semaine de l'entrepreneuriat pour sensibiliser. C'est l'occasion de faire de la publicité, comme quoi que au niveau de l'université, il y a des interfaces. Voilà. La preuve, cette semaine, elle est organisée par l'incubateur de l'université Oran 1 en collaboration avec les autres interfaces. On a le CDE, le Centre de développement de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, oui. Donc, qui est en relation avec NESDA ou l'ANAD. L'ANAD, c'est le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups, des PME. On a aussi le CATI, le Centre d'appui à la technologie et l'innovation. On a aussi le BLEU, le Bureau de liaison entreprise-université, et on a aussi la Maison de l'intelligence artificielle. Donc tout ça en collaboration, on a préparé un programme qui a été validé par monsieur le recteur de l'université Oran. Alors, quelles mesures justement sont prévues pour renforcer la synergie entre start-up, PME et surtout les grandes entreprises? C'est ça. Parce qu'une start-up, elle est en train de faire un projet un peu plus grand quand même. À ses yeux, c'est autre chose. D'ailleurs, je vais revenir vers vous. Hein. Donc, on va revenir vers vous. Donc, comment créer toute cette synergie? Oui, c'est ça. Il faut créer un écosystème entrepreneurial. Il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que la recherche, il n'y a pas que le partenaire socio-économique. On doit travailler ensemble. Donc, cette semaine, c'est une relation entre l'écosystème académique. Donc c'est un carrefour en fait. C'est ça, oui, dans lequel interviennent plusieurs partenaires et plusieurs acteurs. Donc on a les partenaires socio-économiques, on a l'université, on a les structures, les ministères, tout ça pour faire avancer et accompagner nos étudiants et les porteurs de projets. Et là je reviens vers Filla, bien sûr. Alors vous êtes notre invité d'honneur aujourd'hui en fait, hein, parce que monsieur il a l'habitude de passer avec nous, mais vous c'est la première fois. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Quel joli sourire de bon matin. Alors, parlez-nous un petit peu de votre projet. Donc, merci. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci. Donc, je me présente, je suis Haghani Folla, je suis titulaire d'un master en génie biomédical et porteuse de projet. Donc, mon projet est dans le domaine de la medtech, la technologie médicale. Donc, il est nommé VEDI, c'est un détecteur, c'est un dispositif médical pour la détection et le suivi veineux. Donc, il est basé de la technique infrarouge. Il sert à aider les infirmiers. Voilà, j'allais dire à quoi il sert. Vous avez lu dans mon esprit. Alors, il sert à aider les infirmiers, les médecins pour bien repérer ou bien pour trouver rapidement la veine. La veine. Oui, surtout pour les patients à difficile oui, ils ont des veines filantes des fois. Oui, surtout pour les personnes âgées, les enfants, les nourrissons, les personnes déshydratées. Même pour nous. Hein. Qui ont peur. Qui n'a pas peur de l'injection? Qui n'a pas peur de Hadik le bras, mon Dieu. Alors, donc, on a fait cette idée parce que c'est une solution pour la problématique de la difficulté de la ponction et de prélèvement. Oui. Donc, cet appareil a deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est la détection des veines. Le deuxième, c'est le suivi d'évolution de la veine. Donc, cet appareil, comment dire
Donc, il compare une image prise lors d'une consultation précédente avec une image de jour même. Donc, il fait la comparaison entre deux images pour savoir s'il y a une amélioration de la maladie chronique des veines et aussi si le patient répond au traitement. Je n'ai rien à dire sur ce projet parce que c'est un projet excellent d'ailleurs, parce que là c'est un genre de suivi, comme me dit, je ne sais même pas qui me l'a dit, donc c'est un genre de suivi du malade, des veines du malade et ainsi de suite. Ça c'est très très important. Et le prototype il est là, donc c'est pas une idée seulement. Donc on va revenir sur vers le prototype. Donc, mais d'où est-ce que vous est venue cette idée? Donc, j'ai envie de savoir d'où est-ce qu'elle est venue. Donc, l'idée est venue d'une expérience personnelle. Donc, ma mère qui a mal tourné. Donc, ma mère à chaque fois, elle veut faire, a dû faire une analyse ou bien un prélèvement. Check-up, oui. Oui, l'infirmière n'arrive pas à trouver ou bien à repérer la veine. Donc, ma mère a souffert. Donc, comme étant, je suis dans le domaine de la biomédicale qui combine entre la technologie et la médecine. Donc, j'ai pensé à cette idée pour... Et avec ça, vraiment, alors, est-ce que je peux, pour montrer justement le prototype, voilà, il est là. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, ça fonctionne certainement parce que là, je vois une... Oui, c'est pour Power, l'alimentation. Pour l'alimentation, très bien. Et là, ça... Donc, cet appareil est à base d'infrarouge. Donc, on va utiliser une lumière infrarouge et une caméra. La caméra va capter l'image de la veine et va être traitée. Et après, l'image traitée va être sur l'écran, directement en temps réel. Alors, est-ce que ce prototype est proposé, justement, a été proposé aux hôpitaux, dans les secteurs sanitaires, dans les EPSP, dans les cliniques, dans les... Oui, c'est ça. Donc, nous, l'accompagnement, c'est quoi? Des étudiants, c'est de passer de la recherche. Ça, c'est le fruit d'une recherche académique depuis plusieurs années. Oui. C'est pas du jour au lendemain. Donc, il y a des encadreurs, il y a un laboratoire derrière et tout. Donc, on a ce prototype. Maintenant, on a pu le faire passer parce qu'on a déposé le brevet. Voilà. C'est ça l'accompagnement. On ne pouvait pas faire passer si on n'a pas enregistré. On a déposé le brevet. Ouais. Elle a eu le label. Oui, c'est ce que je vois d'ailleurs, on l'a sur la table. Là. Oui, tout ça, c'est des protections. Maintenant, par exemple, on peut le mettre en C'est ça, on cherche un financement pour passer tout ce qui est prototype laboratoire à un prototype commercialisé. Alors, et qui peut financer ça? Oui, c'est ça, les investisseurs, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Donc, c'est pour cela, on a un premier prototype qui doit passer au marché. Donc, on est en train de faire ça, c'est du marketing même aussi, donc pour avoir du financement, pour avoir Mais quelles sont les démarches, justement, d'avoir les financements? C'est ça. Oui, maintenant, on a terminé ce qu'on appelle la pré-incubation. L'incubation, et maintenant c'est la post-incubation. Voilà. C'est-à-dire on va passer au marché. Oui. Donc c'est pour cela on a protégé par un brevet, on a labellisé par un label de projet innovant, et à partir de ça, on va la remettre en relation avec les investisseurs, les laboratoires et tout ça, pour passer pour une production à l'échelle commerciale. Eh bien, je vous souhaite un bon courage pour ça, et j'espère qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de nous regarder le matin. De toutes les façons, notre chaîne, la télévision algérienne est très regardée par tout le monde d'ailleurs, donc j'espère que vous allez trouver le financement requis afin de mener à terme votre projet, parce que surtout c'est le c'est l'après-production qui est très importante. Et puis je vous souhaite un bel avenir. J'espère que vous allez faire d'autres recherches pour améliorer encore plus ce prototype, pourquoi pas. Merci beaucoup monsieur, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et revenir sur cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors moi, je vous invite à y aller voir la journée nationale des scouts musulmans. Alors sujet signé Souad Benataya, notre journaliste de la production et lecture, Salim Skandar. On se retrouve juste après.
Le scout musulman lance sa nouvelle saison, réunissant enfants, jeunes et encadrants venus renouveler leur engagement. Une reprise placée sous le signe de l'éducation, de la discipline et de l'esprit d'entraide. هو انطلاقة رمزية لموسم كشفي جديد اشتغلت عليه الكشافة الإسلامية الجزائرية بمجموعة من الأنشطة والبرامج سواء تعلق بتحقيق الهدف الأساسي للمنظمة واللي هو تكوين المواطن الصالح النافع للمجتمع ووطنه ولا ما تعلق بأنشطة الخدمة التي ترتكز عليها الكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال مختلف البرامج المحققة. العمل الرئيسي والأساسي اللي نقوم به هو الحفاظ على الذاكرة والحفاظ على التاريخ وطنيا والتاريخ تاع الحركة الكشفية هنا في ولاية وهران. أهم الأنشطة اللي نحضروا لها وهو القيام بندوات وبأيام دراسية تخص الذاكرة والتاريخ والتأسيس والمؤسسين تاع هذا العمل الكشفي باش يكون تواصل بين الأجيال وبين شباب اليوم وبين الآباء نتاعهم وباش يحسوا بقيمة العمل والموروث اللي قاموا به باش يحافظوا عليه. وكذلك من المشاريع المهمة اللي عندنا إن شاء الله تتجسد خلال هذه السنة وهو إنشاء متحف كشفي في ولاية وهران. Au programme, activités sportives, formations, ateliers citoyens et actions solidaires. Les chefs présentent les objectifs de l'année tandis que les nouveaux inscrits découvrent l'univers du scoutisme et ses valeurs fondamentales. كلنا عزم على موسم كشفي متميز بإذن الله نسعى من خلاله إلى مرافقة أبنائنا الكشافين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الفكرية والبدنية والروحية لأداء موسم كشفي متميز بإذن الله. حنايا في الكشافة نتعلموا صوالح نديروا منها نتعلموا منها نلعبوا كي نتعلموا على أشياء دينية علمونا على حب الوطن. هي الجزائر هي أرضنا وهي وشهدائها اللي خلونا احنا نعيشوا. الحاجة الأولى الواجب نحو الوطن، الواجب نحو الله، الواجب نحو الذات والآخرين. علمونا شوية أنشطة شوية أناشيد. Cette nouvelle saison veut renforcer la cohésion, développer les compétences des jeunes et consolider leur rôle au sein de la communauté. Un départ prometteur pour une année d'engagement et de fraternité. Il aime les animaux. Voilà. Alors, vous savez pourquoi on a dit ça? Alors, nous avons un chat à la station d'Oran. Alors, c'est le chat de tout le monde, d'ailleurs, et tout le monde prend soin de ce chat. Donc, et là, il est rentré au studio. Alors, laissez-le, Malish. C'est un invité surprise, d'ailleurs, notre chat. Très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que qu'on a dit que les scouts aimaient les animaux. Effectivement, ils aiment tout le monde, d'ailleurs, les scouts. Hein. Ils sont présents dans pratiquement toutes les manifestations. Ils sont présents, d'ailleurs, on les voit dans toutes les journées de sensibilisation. C'est bien. Donc, mais avant de commencer, déjà, moi, j'ai toujours commencé par le sujet en lui-même. Donc, nous avons avec nous Ahlam Belabdi. Alors, elle est guide de scout, c'est ça? Oui. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Eh bien, on est très content de vous recevoir. C'est notre plaisir de parler de scourisme en Algérie, c'est en Oran. Je suis guide de troupe des filles en scout. Très bien. Et on fait plein de choses. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un grand monsieur, et pas des moindres des messieurs, puisque c'est monsieur Abdelkrim Krouf. Alors vous êtes doyen de scouts musulmans à Oran. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout d'ailleurs, rien que de voir, c'est impressionnant d'être en face de vous avec votre tenue. À Canal Algérie. Merci. Notre démarche, le scoutisme, c'est une organisation universelle. Effectivement. Alors, avant de parler de scouts, dites-nous à quel âge vous avez rejoint les rangs des scouts? À l'âge de 12 ans. Très jeune. À peu près les années 1972-113, oui. Ici à Oran, au groupe Ibn Badis, ex-Derb, ancien quartier. On habitait juste au niveau du site de Garienta. Et le local se trouvait au niveau de la rue d'Austerlitz, d'Houkada, Derb, Oran. Derb, le grand quartier d'ailleurs, et le quartier mythique d'Oran. Il y a des groupes pour définir le scoutisme sur l'organisation.
il y a des groupes où les jeunes scouts adhèrent dans les groupes de quartier. Alors, quels sont les Et critères chaque d'adhésion? groupe a son nom. Et chaque groupe a son nom. Mais quels sont les critères d'adhésion aux scouts? Les critères... C'est pour tout le monde. Ils sont simples. Je me suis toujours posé la question, c'est comment ils font pour adhérer justement aux scouts? Juste un dossier administratif et de santé, de bonne santé, avec accompagné de parents. Et à partir de quel âge on peut rejoindre? 6 ans. 6 ans, c'est bien. 6 ans, il y a dans les scouts, il y a des étapes de formation pour les jeunes. Les jeunes sont en trois étapes. Oui. La première, c'est le louveteau. Le louveteau, c'est de 6 ans à 10 ans. Même pour les guides, il y a les filles de 6 ans à 10 ans. Après, il y a la deuxième étape, c'est les éclaireurs de 12 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans. Après, les éclaireurs et les pionniers, et après, il y a les chefs. Les chefs et les pionniers. Les anciens scouts. Et Mademoiselle Fella? C'est non, c'est pas Fella. Oh là là, c'est Ahlam. Je suis restée toujours vers Fella. Oui, alors, et Ahlam, elle se situe où? Et comment elle a fait pour justement rejoindre les scouts musulmans à Oran? On est une famille de scourisme, ça veut dire mes sœurs, mon frère, et voilà. sont déjà... C'est de famille. Oui. D'ailleurs, notre troupe, c'est le premier troupe en Oran, les filles, parce que d'ailleurs, les années 80, 90, c'est très difficile que les femmes ou des jeunes filles... Effectivement, oui. C'était la décennie noire. C'est pas évident. C'est rejoindre les scouts. Ça, du coup, j'ai rejoint les scouts à l'âge de 7 ans. Ça veut dire c'est il y a 12 ans. Et c'est vraiment un autre monde. D'ailleurs... Quand vous dites un autre monde, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a des principes, des lois. Quels sont ces principes? Des principes? Oui. Par exemple, on a un stand, like... Ça? C'est... Ouais, ça. C'est une salutation de scout. D'accord. C'est que la salutation, elle se fait entre scouts ou alors même avec d'autres personnes qui sont étrangères? C'est entre scouts, mais on peut la faire avec des étrangers. Ah d'accord, ok. Alors, elle a des significations. Le premier signification, c'est le devoir envers le Dieu. Le bon Dieu, c'est Allah. Après, c'est le devoir vers la société et la patrie. Et le troisième, c'est le devoir envers nous-mêmes et même vers les autres. Ces trois objectifs des scourisme, c'est un objectif spirituel avec un objectif social et un objectif qui est personnel. Tout ça pour améliorer les compétences des personnes et de fournir des citoyens qui sont responsables et actifs à la société pour développer notre pays, c'est l'Algérie. Alors, ce sont les missions principales, justement, des scouts. Des scouts. Il y a des devises, madame, des devises des scouts, c'est scout d'un jour, scout pour toujours. Toujours. Scout d'un jour, scout pour toujours. Alors, quel a été le programme élaboré par les scouts musulmans à Oran, en Algérie, lors de pour commémorer, on va dire, la journée nationale des scouts? Le programme de la saison 2025-2026, c'est un programme très riche. Il contient des programmes concernant les jeunes en formation, d'une stratégie bien claire de plusieurs domaines. Comme elle a dit la guide, كل الجوانب اللي هي الجانب le côté du secourisme, le côté des festivités nationales et religieuses, comme on sait que le scoutisme, les scouts sont toujours en action
Justement, parce qu'ils sont présents dans pratiquement toutes les manifestations. Quand on dit, par exemple, la période du Covid était présent à 100%. Les scouts au niveau national ont passé vraiment une période de sensibilisation des gens dans la période du Covid. Maintenant, il y a des festivités qu'on appelle la journée nationale scout. La journée nationale scout est agréée par Monsieur le Président de la République, M. Abdelhamid Tebboune. Quand on dit elle est là pour la date du 27 mai de chaque année. De chaque année, c'est à la mémoire du défunt Shahid et le fondateur du scoutisme, Shahid Mohamed Boras. Il y a de tout, de l'historique dans le scoutisme. Donc, nous, en tant que chef dans la Mahafada d'Oran, et dans le programme de la Mahafada, monsieur le commissaire de Wilaya, M. Qasmi Omar, insiste que tous les jeunes et les chefs scouts prennent la démarche de multiplier le nombre des scouts dans tous les quartiers, dans les groupes scouts à travers la Wilaya d'Oran. L'idée, c'est d'arriver à 5000 scouts d'adhérents. Actuellement, justement, actuellement, ils sont à combien? À 3000. Objectif 2025, c'est pour, comme j'ai dit récemment, c'est 5000 scouts pour arriver à former en même temps ces jeunes-là. Surtout la formation, on qui est très importante. Ce qu'on appelle le badge des bois, ou en arabe on dit le char khashabia, en formation des jeunes filles et des jeunes chefs. Justement, j'allais vous poser la question, comment ils sont formés ces jeunes? Ils sont formés dans des séminaires de formation d'un début de 3-4 jours de chaque fois, et après il y a une formation qui les touche. Il touche envers, parce que le scout, il vit dans la nature. La nature, c'est les campements. Le campement des scouts, à Oran, il y a les forêts. Alhamdoulilah, on a des forêts Oran bien situées. La forêt d'Emsila, on a la forêt des Lions aussi. La montagne des Lions. La montagne des Lions. Et c'est des sites où... La forêt aussi qui est du côté de Meder. Oui. Et Meder. Donc il y a une certaine formation pour les jeunes, pour éduquer les jeunes filles, jeunes garçons, pour une meilleure formation et d'une continuité. Par exemple, on est deux générations, et on aime bien assister les jeunes filles et les jeunes chefs garçons pour encadrer nos petits jeunes des Ashbal et des Keshef et des rois. Effectivement, donc les scouts ils sont toujours présents avec nous dans tous les événements. Donc c'est un plaisir de les voir avec leur belle tenue. D'ailleurs, et c'est impressionnant quand on vous voit dans des événements comme ça. Et surtout, et ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir quand ce sont des enfants bien formés, bien éduqués. Alors quand ils sont là dans les événements, ça fait vraiment plaisir. Regardez comme ça. On lance un appel aux familles. Oui. Vous lancez un appel? Alors, allez-y. Non, c'est que je veux inviter tous les parents et même les jeunes garçons et filles qui vont nous rejoindre au scout, parce que vraiment c'est un gros monde. C'est vraiment différent de la vie habituelle. Alors, je vais vous dire, en nature. Alors, je vais vous dire, au lieu de les inviter à travers la caméra, pourquoi ne pas y aller vers les écoles, les CEM, les lycées, les universités, pour sensibiliser les jeunes? On fait déjà ça. Voilà, donc il faut le faire. On fait la sensibilisation au niveau des écoles. On aime aussi de prendre en charge ces enfants qui sont toujours
ils ont besoin toujours d'une assistance. Parce que maintenant, on a dans notre vie quotidienne beaucoup de fléaux sociaux. Oui, effectivement. Et les scouts doivent prendre en charge ces jeunes envers une bonne conduite dans leur vie. Très bien. Pour avancer dans de bonnes conditions et avoir une vie saine et sereine, on va dire. La sensibilisation, elle est importante. Oh. Et deuxième point, et le dernier... Oui, c'est le dernier parce que là, c'est bon. Je demande qu'on intègre un programme spécial scout dans le système éducatif scolaire national. Très bien. Et c'est vraiment important. Et puis certainement, ils sont à l'écoute et ils seront à l'écoute aussi parce que quand on voit les scouts présents dans toutes les manifestations, donc ça nous donne quand même chaud au cœur, chaud au cœur tout le temps d'ailleurs quand on voit les enfants, comme je l'ai déjà dit. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Salut scout. Attendez que je fasse le salut scout. Voilà. La prochaine, tu viens avec nous. Ah, c'est avec plaisir. À une activité. Ah, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, une petite pause musique. Mais restez avec nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos invités qui sont pressés de quitter le studio? C'est quoi ça? Alors, vous restez avec nous. Hein. Alors, une petite pause musicale qui s'impose. Waharan My Love. On se retrouve juste après. Waharan My Love. Waharan, I love it. Waharan my love. أنا فيها حياة جداد. Waharan my love. عايش فيها my life. فيها رجال ونسوان. زعماء وشخصيات. Waharan حضارة. فن ومنارة. في الإبداع جبارة. Waharan I love it. I love it. يومها خرج الرعيشة يعمل نيويورك تل دبي رقصوا عليه امام الساموراي توحشتك وهرن البيه وشعل نبغيك فيك صحابي وموالية ياما سهرات وشعل ذكريات نورتي Waharan, I love it. Waharan, my love. أنا فيها حياة جداد. Waharan, my love. عايش فيها my life. فيها رجال ونسوان. زعماء وشخصيات. طلعوا في جوا. فوق الجبال مرجاجو. القلب يلقى علاجو. Waharan, I love it. I love it. فلا بحارة نتفرجوا. على الرمال ومواجهو يا وارنا مو بيجو Let's go ترحبي بالناس من كل الأجناس نموت عليك وهرن كل قنت فيك يحكي حكاية بروتا مدرسة يا وهمة ولا كلاسة بيتي وميموزة محبتهم مكنوزة روني والطورو كمين وزيت شوري راك في نابولي ناشطة على فولي بتيلاك وتيريكو الحمري ومديوني نبغيهم يبغوني نعطيهم عيوني كوربي وبوان دي جورة 10 لمس الدقيقة يو كارتو قنبيطة ببكري قاعد بين الريطة بلونتر سيد الهواري عرف العين والدرضة
تلقاهم في الغلبة وسحولة في الغربة دي المونتو لي كاستور باسكي وسانتو جان معروفين من دي زمان بالعزل قدر والشان صدقوان وكافينياك بلاطو مدينة جديدة تدير المفيدة يا كل يوم جديدة شوفو كيريلي يا مراسل مارافال مالي حكمة وناس كبار والعيشة تاع لي ستار Alors vous savez, on était en train de regarder le clip et puis on le découvre à travers notre invité. D'ailleurs, c'est Monsieur Abdellah Chariet. Alors lui, il est artiste déjà, compositeur. Il est même producteur aussi, donc, et surtout organisateur de Wahran My Love. C'est un événement qui va se passer demain, le 20, à la Maison de la Culture de Wahran, on va dire. Ben voilà. Bonjour, c'est toujours un plaisir parce que c'est la première fois où vous passez avec nous. Merci, merci pour l'invitation d'abord. Et moi, le nom artistique, c'est X-Orbit. Wahran My Love, c'est le titre de la chanson. Oui, voilà. Donc, l'événement de demain, c'est pour faire un petit show. J'invite tout... Vous allez vous produire demain? Oui, un petit show suivi d'un débat. Après une conférence de presse. Le but, c'est de réunir toutes les personnalités oranaises qui ont laissé une touche à Oran. Une empreinte. Et après, parler d'un nouveau projet qui est... Alors, attendez. Ouais. Attendez, là, je vous arrête. Alors, on parle d'abord du clip qu'on a vu maintenant. Oui. Ça, c'est un clip, d'ailleurs, que j'ai aimé. Franchement, et même ici, ils ont aimé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson? Parce que là, c'est à travers votre chanson, c'est qu'on a pu découvrir Oran, les quartiers d'Oran, tout ce qui concerne Oran de près ou de loin, en fait. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du texte, déjà, de la composition, et bien sûr du clip qui a été tourné ici à Oran? Bon. Moi, d'abord, avant que je fasse cette chanson Wahran My Love, moi, je suis producteur de musique, je produis d'autres artistes et tout ça. Je suis venu à Oran, donc pour des raisons personnelles. J'ai rencontré mes anciens amis et tout ça. Il y a un ami qui s'appelle Yassine Tanjaoui, c'est un compositeur aussi. Donc il m'a un petit peu, on va dire que c'est lui qui m'a... Vous a boosté. Exactement, il m'a... Incité c'est un très bon guitariste. Donc on a commencé, lui il a commencé à faire quelques grattes, moi je fais quelques yaourts et tout ça. Donc bon, c'est sorti Wahran My Love. Et voilà, Wahran My Love, je l'ai fait. Moi, je peux dire que c'est une véritable déclaration d'amour pour Oran. Donc moi, je le vois. Qui n'aime pas Oran? Qui n'aime pas Oran? D'ailleurs, elle a été la première destination touristique 2025 en Afrique. En Afrique. En Afrique. Exactement. Pas en Algérie, en Afrique. C'est un honneur pour nous. Et l'événement de demain, on va parler de tout ça. Donc l'écriture, ce que je parle, le texte de Wahran My Love, c'est Wahran My Love. Je parle de Wahran Hadara, Fannou Manara. Je parle des trucs, des vérités. Le texte a été écrit par qui? Par moi. Ah d'accord. Très bien. Donc la composition, moi et Yassine Tanjaoui, bien sûr. Alors quel est le style musical? Parce que généralement, quand on voit des Oranais, en général, c'est le raï. Oui. C'est le Wahrani. Donc, et là, j'ai découvert d'autres sonorités. Il y a du pop, pop rock, on va dire, avec une profondeur touche algérienne, on va dire, oranaise, algérienne, tout simplement. C'est ça. Un petit peu de la funk et tout ça. Vous avez introduit une nouvelle instrumentation? On a, bon voilà, il y a de la guitare, il y a de la batterie, tout ça, de la musique vivante, on va dire. Le mix, le master, c'est aux États-Unis, bien sûr, c'est pour ça le son, il est fort. Et le clip, on a réalisé le clip en plein cœur d'Oran.
donc pour mettre en valeur Oran. Et voilà, c'est un clip populaire. On voit la Kalentika, on voit l'équipe. Oui, quand on parle d'Oran, c'est le ouais. Kalentika, c'est la citronnade. Exact, Aussi. on a montré aussi l'Indisco Maghreb parce que c'est une icône de l'industrie musicale du rail. Bon, tout est calculé. Ahmed Wahabi, il y a Blaoui. Blaoui, toutes les icônes oranaises qu'on est fiers d'être né dans cette ville. Ouais. Donc moi j'aime ma ville natale, Oui. Oran, qui est une très belle ville algérienne, tout simplement. D'ailleurs, c'est une ville qui est chargée d'histoire, qui est chargée Exact. de monuments historiques. J'ai montré le théâtre, c'est un symbole. J'ai essayé de montrer tout ce qui est Oran, tout simplement. Sid El Houari aussi. Sid El Houari, oui. Bon, le clip, il fait 4 minutes, j'ai pas pu Oui, faire bien ça. sûr, on peut pas. Donc, Très bien. Alors, on revient à l'événement de demain. Alors, comment cet événement, justement, contribue-t-il à renforcer l'image d'Oran comme destination incontournable? bon, Oran, elle mérite d'être la première destination, car déjà, c'est une ville méditerranéenne, il y a la joie de vie, les gens, ils sont souriants, il y a la créativité. C'est des Méditerranéens. Exactement, donc, ce que j'ai remarqué, même quand je suis parti, je suis revenu 20 ans après, c'est toujours le même système, et voilà, on se sent bien à Oran. Bien sûr, Oran s'est amélioré dans le bon sens, bien sûr. Ce n'est plus Oran d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans, parce que déjà, elle s'est étendue vraiment vers l'Est, vers l'Ouest et tout. Donc, Oran, ce n'est plus Oran, la petite ville. Maintenant, c'est une métropole, c'est une, on va dire, c'est la perle de la Méditerranée, puisqu'elle a abrité les Jeux méditerranéens en 2022. Elle a abrité les Olympiades d'il y a 3 jours. Donc, maintenant, elle abrite beaucoup d'événements économiques du pays aussi. Et là, quand on voit un jeune comme vous, d'ailleurs, qui a passé beaucoup d'années à l'extérieur du pays, c'est un artiste, il fait de la promotion pour son pays déjà et pour sa ville natale, et là, il organise un événement qui va marquer l'histoire de Wahran. Donc, Wahran My Love, donc vous l'avez même organisé pour demain après-midi, à partir de quelle heure? 14h. Et j'invite tous les médias, écrits, télé, tout ça, pour qui assistent à cet événement, parce que c'est très important. Comme je vous ai dit, il y aura toutes les personnalités oranaises, sportives, art, musical, l'art en général. Et on va parler surtout de l'industrie musicale. Parce que j'ai plein d'idées à les transmettre et je veux que Wahran, the power, c'est-à-dire on va se réunir pour faire des choses dans le marché de l'art, à l'international surtout. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et donc il faut profiter. Parce que le marché il est ouvert à l'international, donc il faut juste trouver un terrain d'entente. Surtout qu'on a beaucoup d'artistes qui représentent l'Algérie à l'extérieur. Exact, surtout avec les responsables, parce que les responsables, ils veulent de la fraîcheur, je pense. Très bien. Très bien, donc vous êtes là beaucoup plus pour faire la promotion du côté artistique algérien. Surtout, vous êtes en train de préparer l'artistique algérien à l'étranger, beaucoup plus. C'est ça, pour rayonner l'art algérien, surtout à l'étranger, au niveau du marché de l'art, film, musique, théâtre, danse. Donc, parce que j'ai ma boîte, donc j'ai beaucoup de relations et des gens importants à l'international. Donc j'ai la facilité, on va dire. Il faut profiter tout simplement. Voilà, très bien. Donc profiter on va dire, de mettre en exergue l'art algérien à l'étranger. Donc Yatek Saha, merci beaucoup parce que nous on se quitte en musique, mais avant cela, je dois offrir. Il y a
j'ai fait une chanson à l'algérienne pour soutenir l'équipe algérienne sur les. Mais j'allais l'annoncer. Mais j'allais l'annoncer. Mais j'allais l'annoncer qu'on allait finir en apothéose. Mais arrêtez. En tout cas, marhaba bik, c'est un plaisir, c'est un moment de plaisir artistique avec vous. Merci. Donc l'événement, c'est demain, le 20, à partir de 14h à la Maison de la Culture d'Oran. Donc soyez au rendez-vous, 14h bien précise, puisque vous allez avoir une pléiade d'artistes, bien sûr à leur tête. Monsieur Abdallah Shriyat, dit Xorbit. Ex-Orbit. Ex-Orbit. Yeah. Ça va, ça va, bien, Alors, avant de vous laisser avec ce clip et à l'algérienne, eh bien, moi, je vais le dire à l'algérienne. Donc, félicitations à notre caméraman, Ma'ammar Abdet, parce que, je vais le dire en arabe, hein, parce que lui, il va rigoler. Hein. Donc, félicitations à toi, Ma'ammar. C'est un plaisir de te voir dans une cage en or. Donc, yatek saha li dkhalt lhad al-qafas. Voilà, je vais dire félicitations pour ton mariage. Bien sûr, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. Et au nom de tous les travailleurs de la station régionale d'Oran, félicitations. Elf mabrouk. À l'algérienne, pour toi, Ma'ammar Abdet.